C'est un grand plaisir pour moi d'introduire Kofi Yapo. Je l'ai rencontré d'une façon intéressante. J'ai écrit un compte rendu d'un livre auquel il avait contribué. Et j'ai détesté tellement le livre que j'ai identifié comme son chapitre comme le meilleur. Et je l'ai souligné dans mon compte rendu que c'était le travail que j'avais trouvé le plus sérieux. Et une année plus tard, on m'avait invité à Hong Kong, imaginez-vous, on déjeunait. Et il était là-bas. Et c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Et depuis ce temps-là, je suis tombé vraiment amoureux de ses travaux. Il récolte beaucoup de données qui vous font réfléchir et il engage le lecteur à une réflexion sur les pratiques, les idées reçues. Et c'est un plaisir de le présenter. Je suis content qu'il ait accepté de participer à ce colloque. Bon, voilà. Il connaît beaucoup de langues de l'Afrique de l'Ouest et les pidgins de l'Afrique de l'Ouest. Il est vraiment bien spécialiste en ça et il s'est connecté les problèmes qui se soulèvent là-bas sur leur émergence, à la problématique générale de l'émergence des créoles, de parler créole. Merci beaucoup, Sally. Je suis honoré d'être invité ici. Aussi de revoir des amis que je n'ai pas vus depuis longtemps. Et voilà. Et mon thème, en fait, je crois que c'est le seul aujourd'hui qui ne traite pas les créoles francophones ou à base lexicale française. C'est plutôt le complexe de variantes dialectales connues sous le nom de West African Pidgin. Donc, une langue qui est parlée en Afrique de l'Est, dans cette zone. Dans 6 pays, la Gambie, avec une très petite minorité de, au plus 100 000 personnes, au plus. Sierra Leone, le Creole, avec 8 millions de locuteurs. Le Ghana, il n'y a pas vraiment de sondage linguistique, donc c'est très difficile, sociolinguistique, donc c'est très difficile en fait de déterminer le nombre exact de locuteurs de ces langues. Mais au Ghana, entre 6 et 10 millions de locuteurs. Le Nigeria, et là maintenant ça devient impressionnant, au-dessus de 100 millions, c'est sûr. C'est sûr. Au Cameroun, dans la zone anglophone de l'Ouest, mais aussi dans la zone dite francophone, 15 millions à peu près. Et en Guinée équatoriale, sur cette petite île qui s'appelle Bioko, j'ai travaillé là-bas, donc j'ai décrit la variante dialectale de la Guinée équatoriale qui est connue sous le nom de Pichi. Donc, c'est partie de cette rame, en fait, de West African Pidgin. Et c'est intéressant si on regarde un peu les chiffres et aussi les proportions, en fait, des locuteurs, d'avoir une idée beaucoup plus claire, en fait, comment sont distribuées ces populations de locuteurs. On voit que le Nigerian Pidgin, c'est vraiment les géants. C'est pratiquement 70% du nombre total des locuteurs du West African Pidgin qui sont des locuteurs du Nigerian Pidgin. Après, le Cameroon Pidgin, Ghanaian Pidgin, et vous voyez ici, en fait, ça c'est le Aku de la Gambie, et ça c'est le Pichi, la langue sur laquelle je travaille. Il n'y avait pas de place pour mettre les noms, en fait. Donc, tellement est, en fait, l'équilibre ou déséquilibre, en fait, de ces variantes. Maintenant, ce qui est important, et ça remonte à notre discussion sur la créolisation et les bases de la créolisation, surtout les mouvements de peuple. N'oublions pas que c'est un des thèmes, en fait, de notre colloque, d'établir comment les mouvements des peuples joue un rôle important dans l'émergence de ces parlers. On peut vraiment dire qu'en fait, le West African Pidgin tel qu'on le connaît aujourd'hui est issu d'un mouvement de peuple de Freetown, la capitale de Sierra Leone, à partir du début du 19e siècle. Donc, il y avait les Creoles, c'est un ethnonyme qui est toujours valable, en fait, pour une population
afro-européanisé qui est émergé à la fin du XVIIIe siècle avec l'abolition de la traite des esclaves. La marine anglaise a déposé des gens qui ont été en fait sauvés sur la mer Atlantique à Freetown, qui ont assumé une nouvelle identité ethnique et qui sont devenus, après un long processus d'ethnogénèse, les Creoles. Et ces Creoles, c'est un thème sur lequel Sally a beaucoup travaillé, les colonial auxiliaries, ou la classe intermédiaire en fait, entre populations locales africaines et populations envahissantes, les Anglais, qui se sont interposés comme une nouvelle classe afro-européenne qui a pris en fait une fonction d'intermédiaire dans le système émergent du colonialisme en Afrique de l'Ouest, qui se sont répandus partout en Afrique de l'Ouest et qui ont assumé des positions par le biais de leur accès privilégié à l'éducation en anglais, au christianisme, aux mœurs européanisées qu'ils ont acquis comme faisant partie intégrale de leur culture nouvelle créole, se sont intégrés en fait comme une classe intermédiaire entre les colons anglais et la population résidente africaine dans tous ces pays. C'était des petites populations. À Lagos, par exemple, en 1870, il n'y avait pas plus de 5000 Creoles. De même au Cameroun. Et en Guinée équatoriale, où j'ai travaillé, c'était une population de 800 personnes. Et là, c'est très important parce que ça montre encore une fois de plus comment l'apprentissage d'une langue et en fait le passage et l'indigénisation d'une langue ne dépend pas du nombre relatif. Donc l'apprentissage dépend des conditions sociales et pas du nombre de locuteurs qui sont présents. Et voilà, ça c'est vraiment les mouvements de population. On voit que le Ghanaian Pidgin, il y a une flèche qui est interrompue parce que le Ghanaian Pidgin est un offshoot de deuxième génération dans la terminologie de Cholonson, en fait, parce que c'est dérivé du Nigerian Pidgin. C'est pas... Bon, il y a des lignes de connexion avec le Creole aussi, peut-être quelques individus, quelques familles Creole qui sont installées à Accra depuis, mais c'était vraiment des travailleurs nigérians et ghanéens qui rentraient en fait du Nigeria. Voilà, ça c'est maintenant un peu de linguistique un peu plus technique. Ces langues sont apparentées et ça c'est clair, ça se voit. Par exemple, ça c'est une analyse en composante principale que j'ai fait une fois à l'occasion d'une structure, le subjonctif. C'est ce marqueur du subjonctif, mec, qui s'interpose entre la phrase principale et le complément, donc qui introduit en fait une phrase subjonctive. Et j'ai étudié la distribution de ce marqueur dans les langues, dans les créoles à base lexicale anglaise, des Caraïbes et de l'Afrique, et on voit que l'Afrique de l'Ouest est regroupée en fait par la similitude, les similarités de cette structure dans la même zone du diagramme. Donc, juste pour montrer un peu comment la parenté entre ces langues est claire aussi statistiquement. Et bien sûr, les locuteurs eux-mêmes reconnaissent cette parenté. Ça, c'est en fait... c'est une dame avec laquelle j'ai travaillé beaucoup, Sonia Lache, qui est locutrice du Pitchi. Et elle a dit, en fait, elle dit, je vais au Nigeria et le Cameroun, je parle le Pitchi, ils l'entendent. Je vais au Ghana, je vais au Sierra Leone, c'est le Pitchi. Je pars de lieu en lieu, partout on me comprend. Voilà. Donc c'est vraiment une langue internationale. C'est la langue internationale de l'Afrique de l'Ouest, bien sûr pas dans les pays anglophones. Il y a une petite percée. Au Togo, par exemple, à Lomé, les gens parlent un peu, mais pas beaucoup, et au Bénin aussi, mais c'est vraiment un phénomène qui est plutôt limité aux langues dites, aux pays dits anglophones. Mais non, cette expansion qu'on a vue de quelques milliers de locuteurs il y a 200 ans, 2 siècles, à 143 millions,
Ça, c'est extrapolé, hein, mais c'est autour de plus de 100 millions de locuteurs aujourd'hui. C'est dû à quoi? Et c'est quelque chose que j'essaie de travailler un peu, de sonder, en fait, dans mon travail. Il y a deux facteurs que j'ai identifiés que je trouve importants. D'abord, c'est l'enracinement social peu profond, et je l'explique dans un moment, et un facteur socio-économique. Donc, le premier, plutôt sociolinguistique, le deuxième, plutôt socio-économique, la modernisation. Et si nous passons au premier, à enracinement social peu profond, on voit d'abord que le pidgin, dans tous ces pays, c'est la langue des réseaux sociaux lâches, des réseaux transitoires, des réseaux sociaux plutôt symétriques que asymétriques. Voilà. Donc, tout d'abord, jusqu'à 90% des locuteurs sont des locuteurs de langue seconde. Bon, ou terce, ainsi de suite. C'est très rare de trouver un Ouest-Africain qui ne parle que deux langues. Voilà. Pour en fait reprendre ce que tu as dit, Constance, sur le multilinguisme étant bilinguisme, c'est très européen comme concept. Hein. Voilà. Donc, et c'est la langue des camps. Et quand je dis école, campus des internats, toute la classe moyenne des pays anglophones a fait des internats, moi aussi, au Ghana. C'est très normal. Voilà. Donc les camps. Les universités, les campus des universités, les casernes. Casernes militaires, police. D'accord? Donc, des agents très centraux dans l'établissement des structures étatiques en Afrique de l'Ouest. La classe moyenne. Moyenne. Voilà. OK? C'est très important. Mais c'est aussi la langue véhiculaire des espaces publics en ville, et là, c'est plutôt la classe ouvrière ou la classe urbaine, voilà, qui n'est pas nécessairement formée dans l'espace occidental des écoles, occidentalisées. Le sociolecte des jeunes, y inclut en famille, donc la communication entre frères et sœurs, ou plutôt frères, beaucoup plus que frères et sœurs, en pidgin, mais avec les parents en langue autre langue africaine, donc non créole, disons l'akan, le yoruba. Et en plus, il y a une absence de standardisation. Ça, c'est quelque chose qui est très important, en fait, pour le dynamisme de ces langues. Ça va à l'encontre de notre idée de dynamique linguistique, qu'une standardisation est bonne pour une langue. Je dirais que ça dépend. Par exemple, si on regarde maintenant absence de standardisation dans l'orthographe. Il y a des orthographes, un orthographe vernaculaire qui est en train d'émerger depuis une centaine d'années, mais qui se focalise de plus en plus maintenant à cause de l'émergence des médias sociaux, bien sûr. On voit par exemple ici toute une gamme de stratégies, en fait. Hein, là, c'est clair que c'est une écriture qui est orientée vers l'anglais, mais pas seulement. Il y a aussi des consensus qui s'établissent, par exemple, pipo. Tu vois, ça, c'est un consensus qui s'établit maintenant dans l'orthographe vernaculaire. Il y a D, c'est pas D-A-Y, c'est D-E-Y. Voilà, donc il y a des conventions émergentes, mais ce ne sont pas des systèmes d'orthographe normalisés, poussés par l'État. Ce sont les utilisateurs eux-mêmes. Ça surgit d'en bas. Et on voit sur Spotify, par exemple, presque tout, et là, mon fils pourrait dire ça, parce que lui, il est sur Spotify beaucoup plus que moi, en fait, que la majeure partie des artistes nigériens et ghanéens qui chantent en pidgin, il y a des gens qui font la transcription de leur texte dans cette orthographe. Donc, Spotify, en fait, c'est très valable comme ressource. Et là, c'était un échange entre moi et un collègue, voilà, juste pour montrer un peu. Maintenant, passons au facteur modernisation. Donc, ça veut dire quoi? En fait, tout d'abord, il y a la dynamique de la croissance démographique qui est très, très considérable en Afrique de l'Ouest pour l'expansion du pidgin. Deuxième, il y a l'économie, le développement de l'économie, les infrastructures et l'urbanisation, très important, et production culturelle et artistique. Ce sont des facteurs qui sont énormément importants.
Maintenant, passons par exemple au facteur infrastructure. Ça, c'est très important de commencer par ça, parce que ce sont des infrastructures en fait physiques, hein, il s'agit de structures physiques. On voit que dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, la partie côtière est beaucoup plus développée du point de vue transport, réseau, densité de la structure, de l'infrastructure, que le nord. Et cette zone a été appelée par Charles Mann la Pidgin Zone, donc la zone du sud. Voilà. Non seulement qu'il y a une densité routière qui est beaucoup plus importante, il y a aussi un attrait des villes urbanisées du sud pour les gens du nord. Donc les gens viennent du nord dans le sud pour travailler, pour trouver du travail, pour s'établir. Et on voit que toutes les villes, en fait, dans cette zone, toutes les grandes villes, le Ghana est un cas un peu à part parce qu'il y a une langue, un compétiteur en fait du pidgin, c'est le Akan, le Twi, qui est la langue véhiculaire plus importante que le pidgin, mais le pidgin est en train de monter aussi. Mais le sud, en fait, c'est des grandes villes, et là on voit la croissance en fait de ces villes, projection dans les années, les 50 ans à venir. Lagos a doublé sa taille en 20 ans. C'est la ville pidginophone, la capitale pidginophone du monde, avec peut-être entre 15 et 20 millions d'habitants aujourd'hui. Il y a des projections qui disent 80 millions d'habitants dans la zone urbaine et périurbaine de Lagos en 21 000. Et on voit la montée en fait de ces trois villes. Ça, ce sont les trois villes les plus grandes pidginophones de l'Afrique de l'Ouest. Lagos au Nigeria, Port Harcourt dans l'est du Nigeria et Douala au Cameroun, la ville côtière du Cameroun. N'est-ce pas? Donc, on voit cette tendance en fait, infrastructure, urbanisation, migration vers les pôles urbains. On voit ça très clair. Une autre chose, en fait, autre facteur de modernisation, je dirais, c'est l'expansion du pidgin par le commerce transfrontalier entre le Cameroun et le Nigeria. Dans ce cas, le pidgin, à l'encontre des langues africaines parlées dans la région, c'est une région très, très diverse, linguistique, parmi les plus diverses de la planète. Donc, le pidgin sert, bien sûr, comme moyen pratique, mais aussi comme moyen pour établir des liens avec des étrangers, donc des gens qui sont en dehors des réseaux ethniques, géographiques, locaux, régionaux, n'est-ce pas? Donc, c'est la langue internationale par excellence pour le petit commerce informel, surtout, dominé par des petits producteurs et des commerçants en détail, voilà, de cette région. Et, dernièrement, la langue des industries culturelles. Le genre musical Afrobeats, que, bon, peut-être parmi vous, quelques-uns au moins connaissent, c'est le genre musical qui a connu la croissance la plus accentuée du monde dans les 10 ans passés. C'est un genre ghanéen-nigérien. Moi, je dirais plutôt ghanéen, les Nigériens disent nigérien. Mais bon, c'est comme ça. Moi, je dis ghanéen. Bon, je dis toujours ghanéen-nigérien et pas nigérien-ghanéen. C'est comme ça. Et voilà, les radios privées, donc avec le désinvestissement de l'État, surtout l'érosion du pouvoir public en Afrique de l'Ouest, il y a eu une montée parallèle des structures privatisées, privées, et ça fait que le pidgin s'est inséré dans cet espace avec le retrait de l'anglais, n'est-ce pas? Parce que les acteurs privés veulent gagner de l'argent. Ils s'en fichent pas mal du fait qu'il y a une politique officielle qui dit que l'anglais est langue officielle. Personne ne comprend l'anglais. Hein? Donc il y a une minorité de la classe moyenne, haute, en fait, qui utilise l'anglais pour les rapports quotidiens dans les pays anglophones. C'est pour ça que je mets anglophone toujours entre guillemets. Et l'industrie du film, Nollywood est la deuxième industrie du film du monde par rapport à la production. Hein, donc on ne parle pas en fait maintenant de la taille de ces productions, mais par rapport au nombre de films qui sortent chaque année devant Hollywood et après Bollywood. Et il y a de plus en plus de films maintenant de haute gamme, des productions de 5 millions, 10 millions de dollars US,
en pidgin, sous-titré en anglais et en français pour toute l'Afrique et pour la Caraïbe d'ailleurs. Au Suriname, au Trinidad, en Jamaïque, on voit des films nigériens sous-titrés en pidgin, mais sous-titrés en anglais. Ça, c'est un de mes films préférés de récent, en fait, c'est Mami Wata. Et là, la protagoniste dit « I know say you dey fear ». Et voilà, maintenant, il y a le sous-titrage. C'est une scène cruciale de ce film. Voilà. Quelles sont les projections de cette expansion? Voilà. Ça dépend. Si on regarde les chiffres de la croissance démographique de 6 pays concernés et on prend un nombre conservateur, en fait, de la proportion des gens qui parlent ces langues dans ce pays, donc pour le Nigeria, 40%, et pas 70%, qui est plus réaliste, mais 40%. Le Cameroun, 45%, le Ghana, 20% au lieu de 30%. On arrive à un chiffre, c'est moi qui ai calculé ça, à base des sources existantes sur la proportion des locuteurs dans les pays concernés maintenant. On arrive à ce chiffre, bon, à peu près, peut-être, ça peut même monter à 400 millions en 21 000. Mais là, on ne facture pas, en fait, la croissance par language shift. Comment on dit language shift, ça dit? Changement de langue. Voilà. C'est juste, en fait, là, c'est juste expansion démographique. Hein? Mais c'est sûr qu'il y a des populations entières qui changent de langue, en fait, vers les pidgins. Voilà. Donc, ce sont des chiffres assez impressionnants. Maintenant, il y a une certaine typologie maintenant des langues mondiales, et c'est pour ça que j'ai dit langue mondiale à contre-courant. Et il y a Deswan 2001 qui a développé toute une série toute une série de publications, la notion de langue mondiale. Bien sûr, c'est pas un concept, c'est un concept continu, hein, il y a un continuum. Donc, une langue hypercentrale, la seule, c'est l'anglais, qui lie en fait les locuteurs des langues supercentrales. Voilà, ça c'est les langues supercentrales, qui ont une fonction régionale, beaucoup plus que internationale ou intercontinentale, et des langues centrales qui souvent sont des langues qui relient des locuteurs dans un pays ou dans une région assez précise, n'est-ce pas? Et le pidgin tombe là, parce que c'est une langue régionale, mondiale, oui, mais régionale, pas hyper centrale, mais au même niveau que le français, le portugais, le russe. Surtout si on considère aussi les diasporas grandissantes partout dans le monde. Le Nigeria a une diaspora d'à peu près 20 millions de personnes partout dans le monde. Donc, voilà. Maintenant, pourquoi à contre-courant? Le modèle standard, en fait, dit qu'il y a une intelligibilité mutuelle. Ça, on a établi, ça existe, mais surtout grâce à une Dachsprache, donc une langue toi, standardisée. Donc, c'est le modèle standard. Le pidgin, c'est une intelligibilité mutuelle dans un continuum plurilingue, avec des épicentres informels. Le Nigerian pidgin, c'est un épicentre informel. C'est un terme de Christian Mayer, un angliste allemand, qui a établi que, voilà, ça c'est le Nigerian pidgin. Il y a aussi l'idée qu'il y a une officialisation, scolarisation, il doit avoir une implantation administrative portée par une culture d'élite, n'est-ce pas? Théâtre, texte, circulation des textes, musique classique, je ne sais pas, voilà, littérature. Dans le pidgin, c'est porté par une culture populaire, surtout. Donc, l'enracinement social peu profond au lieu de très profond. Voilà. Et dernièrement, l'idée que le poids économique et politique d'un pays concerné est responsable pour le prestige et l'expansion d'une langue. Et on a établi maintenant que ce sont les dynamiques plutôt démographiques, les migrations et justement un dynamisme intérieur à ces écologies qui poussent l'expansion de ces langues. La bibliographie, si vous voulez vous pointer votre
téléphone mobile, vous avez une bibliographie avec les références. Merci beaucoup.